Art Talk Rewind, une série de podcasts proposés par Luxembourg Art Week qui revisite les conférences qui ont eu lieu sur la foire. Les partenaires de la foire et leurs invités explorent les grandes questions qui animent la création contemporaine et le marché de l'art. CMS is coming. L'art de financer l'art, nouvelles pratiques, enjeux juridiques et fiscaux, en collaboration avec CMS Francis Lefebvre. Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Je suis Jean-Philippe Thiellet, je suis associé chez CMS Francis Lefebvre à Paris et je suis ravi de vous accueillir avec mes confrères pour ce premier partenariat de CMS avec la Luxembourg Art Week et pour cette Art Talk qui va être consacrée aux enjeux des aspects de financement et notamment avec des aspects fiscaux. Alors, je vais vous présenter mes trois confrères par ordre alphabétique, mais pas tout à fait par ordre d'apparition. Alejandro Dominguez Becerra, qui est avocat associé chez CMS Luxembourg, spécialisé en fiscalité, dans la gestion des fonds, dans l'immobilier, dans la gestion de patrimoine. À sa gauche, Frédéric Feiten, également avocat associé à CMS Luxembourg, avec les mêmes spécialités que son voisin de droite. Et enfin, Dimitar Hadjivelchev, qui est avocat associé à CMS Francis Lefebvre, qui vient de Paris, qui est un fiscaliste international spécialisé en transfert de résidence notamment et d'instruments transfrontaliers. Alors moi, je suis plutôt spécialisé en droit public, ce qui justifie que je prenne un peu de hauteur avant de plonger dans la fiscalité pour introduire cette session et poser des questions à mes camarades pendant à peu près une trentaine de minutes, avant de vous laisser la parole pour des cas pratiques, des consultations gratuites ou des précisions apportées sur ce que nous aurons évoqué. Alors, le titre, vous le voyez, l'art de financer l'art, ça montre bien que l'art n'est pas un investissement comme les autres. Je pense que si vous êtes là ce soir, vous en êtes convaincus comme nous. Dans l'art, il y a une dimension d'investissement, mais il y a aussi une dimension de passion, une dimension d'irrationalité, une dimension d'attachement au-delà des générations parfois, et qui justifie que les juristes s'y intéressent pour favoriser l'investissement, favoriser la transmission, la protection. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que depuis une quinzaine d'années, vu du monde du droit et de la finance, le monde de l'art a très profondément changé dans à peu près toutes les dimensions. Pour les collectionneurs, évidemment, de la même manière. Alors, quelques indications très sommaires pour lancer les débats, mais la financiarisation est un aspect évident de l'acte d'investir, avec une multiplication des outils qui permettent d'investir dans l'art. La numérisation a contribué à diversifier les outils avec les NFT, avec la tokenisation depuis un petit nombre d'années. C'est une accélération très rapide à laquelle on assiste et qui permettent de diversifier les outils, de renforcer l'authentification des biens et donc une forme de fluidité du marché qui renvoie aussi à des questions d'évolution des générations. Le collectionneur ou la collectionneuse peut aussi être plus jeune, moins fortuné qu'il y a quelques décennies. Et enfin, je l'évoque, ça n'est pas une mode, la question de l'intelligence artificielle est une révolution, non seulement dans la création, avec des questions redoutables pour le droit d'auteur, on n'en parlera pas trop aujourd'hui, mais aussi pour l'authentification, pour l'évaluation de collections. On n'est qu'au début de cette révolution. Alors le marché de l'art, vous le savez, s'est développé de manière très forte, juste après le Covid et les années 2020. Aujourd'hui, ça se tasse un peu, même s'il y a eu des adjudications à des niveaux extrêmement élevés. Vous avez tous suivi la vente du tableau de Gustav Klimt, le portrait d'Elisabeth Lederer, pour 236 millions de dollars en début de semaine dernière. Le Parisien, même si je ne suis pas parisien, mais ne peut pas non plus ne pas évoquer la collaboration et la complémentarité de lieux publics et de lieux privés, avec là aussi récemment, il y a eu la collection Pinault, la fondation Louis Vuitton également, et qui indéniablement renouvelle le lien des collections avec le public. L'expérience des spectateurs, des visiteurs, l'assurance, et je ne vais pas faire allusion là encore à des événements récents survenus au Louvre, mais tout cela a connu des évolutions fortes qui posent des questions juridiques et économiques. Des questions de nature complexe que nous allons évoquer, sur la structuration de l'investissement et de la détention,
sur la transmission, naturellement, qui est une problématique ancienne, sur la documentation de la provenance et de l'authenticité, complexe notamment quand une œuvre franchit les frontières, et avec, bien sûr, les innovations numériques, le développement du mécénat et toujours le lien avec le public. Et c'est la mission que, à CMS Francis Lefebvre à Paris, mais avec tout le réseau CMS, nous nous sommes donnés pour aider à enrichir l'approche du marché de l'art et à structurer une offre pluridisciplinaire. Alors pour cette Art Talk, notre objectif, c'est d'éclairer les choix de manière très concrète et très pratique pour accompagner les différentes manières d'investir. Alors nous allons commencer par le socle, par Dimitar, avec une question très simple. Pour un particulier qui détient des œuvres, qui envisage de les transmettre à la famille, à des proches, ou de les vendre, quels sont les points d'attention aujourd'hui pour un Européen, pour un Luxembourgeois ou pour un Français, où se situent les incertitudes qui peuvent peser sur l'ensemble du marché? Alors, je dirais qu'un particulier qui détient des œuvres d'art et qui réside aujourd'hui en France, il doit trépigner à chaque nouvel amendement déposé dans la loi de finances parce que, d'un côté, jusqu'à présent, les œuvres d'art bénéficiaient d'un régime globalement favorable en France, avec une exonération de l'ISF du temps où il existait, donc hors champ de la part de l'IFI aujourd'hui, avec une imposition globalement intéressante en cas de cession, une possibilité d'opter pour une taxation à un taux préférentiel de 6,5, sans avoir à se soucier de la durée de détention du bien, de l'origine de la détention. Bien entendu, on pouvait également, et on peut encore, opter pour une taxation selon un régime standard d'impôt sur les plus-values, à condition de montrer la date, l'origine de l'acquisition. Maintenant, ce qui est incertain aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine en France, parce que l'un des projets du gouvernement est de changer l'impôt sur la fortune immobilière en un impôt sur la fortune qualifié d'improductive. J'adore cette expression. Je ne savais pas qu'on avait des biens improductifs, inutiles, mais visiblement, pour certains, c'est le cas. Et lorsqu'on voit l'énumération des biens qui seraient frappés par cet impôt infamant, on a, entre autres choses, les œuvres d'art, avec un taux d'imposition unique à 2% chaque année. Donc, on peut se poser des questions sur les remèdes. Sachant que, là, je dépasse le cadre strictement fiscal, on va se dire, ah mais, dans ce cas-là, on part de France. D'accord, mais les œuvres restent en France. Ah, mais on va exporter les œuvres. L'exportation pose un sujet fiscal d'imposition à l'exportation et un sujet non fiscal. Chaque fois qu'une œuvre sera déclarée comme bien culturel sensible, l'exportation pourrait être bloquée. Donc, vous pouvez vous retrouver avec une collection d'œuvres d'art potentiellement bloquée sur le territoire français et donc exposée à une taxation en France. Ça, c'est les points d'attention sur lesquels, effectivement, il faut qu'on réfléchisse. Et lorsque l'on constitue une collection d'œuvres d'art sur le territoire français, on va se poser la question quelle est l'exposition en termes de mobilité des œuvres et d'imposition des œuvres. Alors pour toi, cette fois, Frédéric, j'évoquais en introduction l'impact de la tokenisation sur le marché de l'art après le boom des années 2020, surtout 2021, après le Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, la tokenisation continue à créer de la valeur et à quelles conditions on peut considérer que c'est un élément d'incitation à l'investissement? Plusieurs mots à dire sur ce sujet. Je pense qu'il faut bien comprendre ce que c'est un token. Il faut le prendre ou le voir plutôt comme un outil et pas quelque chose qui va nécessairement augmenter la valeur ou la qualité du sous-jacent. Là où il apporte la valeur, je dirais, c'est quelque part, il permet d'augmenter la transparence, la traçabilité, le fait qu'on peut répertorier sur une infrastructure partagée entre investisseurs l'historique, la provenance d'une œuvre d'art,
ces mouvements permet quelque part de créer de la confiance et d'ainsi d'augmenter l'intéressement dans le produit. Deuxièmement, ça constitue quand même un accès additionnel ou alternatif à l'investissement de l'art parce que ça permet à des investisseurs qui ont peut-être moins de moyens pour acheter une œuvre d'art dans son entièreté, d'investir dans ces œuvres et en plus de diversifier. Ceci devrait donc élargir le marché, par définition, autant pour les investisseurs que pour les vendeurs. Ça permet aussi l'accès, je dirais, à une efficacité opérationnelle. Si vous avez affaire avec un opérateur ou un émetteur de tokens qui est très professionnel et qui va bien gérer son portefeuille autant au niveau de gouvernance, donc au niveau du juridique, mais aussi au niveau opérationnel, c'est-à-dire assurance, qui détermine, par exemple, les prêts au musée, on peut avoir une situation où, en tant qu'investisseur, on a accès à une sorte de prestation de service beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus poussée que si on devrait le faire soi-même. Et finalement, il faut constater aussi qu'il y a une certaine réglementation au sein de l'Union européenne, que ce soit la réglementation anti-money laundering KYC, ou une réglementation comme MiCA qui vise les crypto-assets, mais qui va aussi s'appliquer sur des plateformes de trading, qui quelque part font que ces plateformes aujourd'hui bougent dans un environnement beaucoup plus régulé, ce qui en principe devrait donc augmenter la sécurité pour les investisseurs. Maintenant, il faut faire attention quand même. Parfois, on pense qu'un token offre plus de liquidité. Ce n'est pas nécessairement le cas. Il faut quand même constater que les marchés secondaires ne sont pas très développés. On voit très peu de transactions. Et donc, tout dépend un peu de la qualité du token, de sa reconnaissance. Donc, il faut quand même faire attention sur ce point-là. Le fait de tokeniser une œuvre d'art n'est pas un signe de qualité. Tout dépend de la qualité de l'œuvre, de la sélection des œuvres d'art et surtout, on discutera par après, la gouvernance ou la gestion de ces œuvres. Donc, il faut vraiment le voir comme un outil. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est beaucoup développé puisque je crois que l'an dernier, on était entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars pour le marché de la propriété fractionnée. Si c'est inexact, n'hésite pas à me corriger, Frédéric. Mais ça veut dire que ça a considérablement augmenté. Ça reste un pourcentage très faible sur l'ensemble du marché, mais il n'y a pas de doute que cette offre a trouvé son public et probablement un public assez jeune. Dans les risques que tu évoquais, en termes de sérieux du véhicule, etc., est-ce qu'il y a eu des contentieux, est-ce qu'il y a eu des litiges et des disparitions de valeur en réalité avec de la tokenisation à ta connaissance? Pas à ma connaissance à Luxembourg, non. Et ailleurs dans le monde non plus? Pas que ça cherche, non. Mais en tout cas, il y a cette question de liquidité qui est un point de vigilance majeur. Tout à fait. Alors Alejandro, j'en viens enfin à toi. Sur une question assez stratégique, si on se met à la place d'un collectionneur qui a des décisions structurantes à prendre quant à la valorisation de sa collection, soit pour obtenir du cash, soit pour choisir une solution plus structurée de collection gérée. Comment faut-il réfléchir avant de se lancer et quelles questions faut-il poser à son conseil? Merci. Si on commence par la fiscalité, par opposition à ce que Dimitar évoquait avant, à Luxembourg, on a un régime très favorable pour la détention directe des actifs comme des œuvres d'art. On n'a pas d'impôt sur la fortune pour les personnes physiques. On a aussi un régime très favorable pour les plus-values. Mais après, bon, l'aspect fiscalité, ce n'est pas tout. On veut assurer aussi une bonne gouvernance, assurer une pérennité dans la transmission de la collection. Et c'est là où des autres véhicules pourraient être intéressants. Par exemple, on peut réfléchir à un fonds d'investissement, à un trust, à un fiducie, qui donne des autres avantages. Il faut se poser certaines questions. Par exemple, qui paye? Si vous avez une collection, c'est normal d'avoir des mécénats, des stimules fiscaux. Et ce type de véhicule, ils garantissent accès à ce type d'incentives. Il faut aussi se poser la question de qui utilise l'œuvre. Un véhicule, par exemple, comme un trust avec des opérateurs, permet de séparer où c'est le coût propriété et le coût opérationnel. Et il y a aussi la question de comment on transmet cette propriété. Donc, un véhicule comme la fiducie ou un trust permet une certaine pérennité. Dans certains cas, l'accès à cette pérennité et à les avantages fiscaux, c'est aussi conditionné à permettre l'accès à l'œuvre au public.
Et ce cadre de gouvernance permet justement d'avoir un meilleur fonctionnement dans cette situation. Je rebondis directement. La fondation, le trust, en tant que véhicule de détention d'œuvres d'art, est extrêmement courante à l'étranger. Côté français, dans l'absolu, rien n'interdit de détenir des œuvres via un trust, mais il faudra veiller à être en ligne avec toutes les obligations déclaratives françaises typiques des trusts et fondations, c'est-à-dire une déclaration annuelle du trust, de ses avoirs, de ses bénéficiaires, de ses gérants. La même chose pour les fondations. Donc, avec des œuvres d'art et une famille potentiellement mobile, il convient d'appréhender non seulement les situations au jour de l'acquisition, de la mise en place de la structure, mais également tenir compte des projets de la famille en termes de mobilité. Est-ce que la famille va rester au Luxembourg? Est-ce qu'elle peut s'installer en France? Est-ce qu'elle peut bouger ailleurs pour apprécier les obligations liées à la structure sur le long terme? Et c'est là effectivement où forcément on intervient avec Frédéric et avec Alejandro pour pouvoir suivre ces projets au-delà de l'instant T, mais sur le long terme. Tout à fait. À Luxembourg aussi, par exemple, la figure de trust, elle n'existe pas dans la loi luxembourgeoise, mais la Luxembourg a ratifié la convention, ce qui permet ce type de structure d'être reconnu comme sujet juridique à Luxembourg. Donc c'est important de trouver cette situation et aussi parce qu'il y a un régime de neutralité, par exemple, par le droit d'enregistrement, si on veut transmettre des œuvres d'art au trust, ce qu'on ne trouve pas pour les fondations. Et un des éléments nouveaux aussi qui est apparu, c'est la possibilité d'utiliser sa collection pour mobiliser du cash auprès d'acteurs bancaires, assurantiels, qui, dans certains cas, ne vont pas se limiter à garder l'œuvre d'art dans un coffre, mais qui vont pouvoir la valoriser. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche ? Figure de prêt adossé qui devient très courant. Ça permet aux collectionneurs d'avoir un accès en liquidité justement parce que la banque elle obtient comme garantie la collection. Normalement, il faut être attentif aux règles de valorisation qui ne sont pas évidentes. Certaines collections pour avoir des discussions sur les comparables, sur la valeur. Le côté assurance devient aussi très important. Et l'assurance clos à clos devient fondamentale pour qui couvre les transports et toute la maintenance de cet actif. Et parfois, les coûts financiers, même si pas importants, ils peuvent être justifiés, justement, si on peut garantir que l'œuvre peut être exploitée, par exemple, parce qu'il est prêté à un musée privé, et dont on obtient un certain revenu qui justifie les coûts financiers. Sachant que tu as aussi un impact côté français, c'est que si tu as un accès du public, donc une exposition publique des œuvres, tu pourras avoir des allègements fiscaux, notamment une exonération d'IFI. Donc ça milite également pour la mise en valeur des collections et leur exposition au public. Donc là, la fiscalité vient rencontrer l'intérêt du public, Dimitar. Absolument. Et l'intérêt du détenteur, parce que si je combine l'intégralité, tu valorises la collection avec un concours bancaire qui va coûter certainement un certain intérêt. Mais en face, tu compares avec l'économie d'IFI, donc ta charge nette fiscale va être réduite. Donc, mesdames et messieurs, c'est un jour historique puisqu'un avocat fiscaliste vient de trouver un avantage à la fiscalité sur le patrimoine. Vous aurez ma carte de visite. Alors, Frédéric, si on revient sur la tokenisation et ses risques, tu voulais faire un petit focus sur ce qu'il faut recommander ou pas dans cette multipropriété permise par la tokenisation. Oui, donc une question, quel est le vrai test de la qualité d'un token? Et là, je dirais, il y a quelques mots-clés. Premièrement, la gouvernance. Donc ça, c'était plutôt une question de qui prend les décisions au niveau des œuvres d'art, concernant, par exemple, l'assurance, les prêts au musée, restauration, peut-être le moment de revente. Et là, c'est très important en tant qu'investisseur dans un token qu'on comprend bien comment les décisions sont prises, comment on peut y participer. Et c'est là où on voit, par exemple, dans la pratique, quand même, de plus en plus des structures assez solides, avec des corporate governance bien poussées, justement, pour assurer cette participation, ou au moins cette information. Deuxième mot-clé, c'est la conservation.
Donc là, c'est important qu'en tant qu'investisseur, que vous avez une idée sur comment les œuvres vont être stockées, comment elles vont être assurées. Donc c'est important d'avoir accès à une information sur les certificats d'authenticité, l'historique des biens, mais aussi les conditions de stockage et d'assurance. Ça, c'est pas toujours garanti, donc important de faire attention à ça. Troisième élément, c'est la liquidité. On vient de discuter que c'est pas toujours évident. Ça va dépendre des tokens en question. Mais là aussi, on peut faire son due diligence. On peut se poser la question quand est-ce que je peux revendre, sous quelles conditions, est-ce qu'il y a des incertitudes. Et finalement, important à revoir aussi, c'est la conformité, c'est-à-dire conformité au règlement. Est-ce que l'opérateur est bien compliant avec son AML KYC? Même chose pour MiCA. Et ça, on peut voir simplement par le fait qu'on peut discuter et voir dans quelle mesure il maîtrise ses législations, ses obligations, peut bien les expliquer et peut prouver qu'il est à jour avec ça. À côté de ça, évidemment, il y a la fiscalité. Et ce n'est pas seulement la fiscalité dans vos propres mains quand vous êtes investisseur pendant la détention du token et au moment où vous allez sortir du token ou le revendre, mais évidemment aussi la fiscalité de la plateforme, quelle loi s'applique, où est-ce qu'elle est située, quels sont les aspects TVA et autres. Et c'est toujours bien de se renseigner sur ces points-là aussi. Donc le fait de googliser token art contemporain et de mettre sa carte bleue, tu les conseilles? Je les conseille, oui. Et dès que vous avez un doute, c'est mieux de ne pas investir parce qu'il y a toujours des produits alternatifs. La question de la gouvernance, Alejandro, elle se pose donc pour les institutions, les organes qui vendent du token. Elle se pose aussi sur les fonds d'investissement à qui on confie la gestion d'une collection. En tout cas, c'est ce que tu penses. La qualité de la gouvernance fait partie des critères de choix de la décision d'investir. Justement, le Luxembourg, il a un écosystème de fonds d'investissement qui permet d'avoir un cadre professionnel pour la gestion. On est une juridiction qui est très connue pour les fonds alternatifs d'investissement et on voit vraiment une tendance de croissance sur ce type de véhicule à Luxembourg. Ça donne aussi l'avantage d'avoir un cadre fiscal très favorable, en toute neutralité, qui nous permet aussi de regrouper du capital et de le déployer aussi pour la protection de la collection, avec des alternatives et aussi ce sont des pièces qui normalement ne sont pas accessibles au public à titre individuel. Donc c'est un aspect comme important de le Luxembourg, il est bien placé justement pour rendre des avantages dans ce point. Dimitar, sur ces questions de gouvernance, token, fonds d'investissement, en matière de transmission, quels sont les conseils qu'un avocat fiscaliste donne à une famille qui se pose la question de la transmission d'une collection? Quelles sont les grandes lignes rouges à éviter, les clignotants à surveiller? Je suis partagé. D'un côté, en droit français, possession vaut titre. En matière de meubles, les œuvres d'art peuvent changer de main, mais toute blague mise à part, lorsque je vais me poser la question d'une transmission à l'intérieur de la famille, je vais devoir m'interroger sur toute la ligne de détention de l'œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux remonter facilement jusqu'à l'acquisition? Est-ce que cette œuvre pourra être exportée, peut être mobile au-delà de l'Union européenne, notamment dans des familles qui ont une dimension internationale? Parce que, en fonction des œuvres, je peux me retrouver bloqué justement avec 2 œuvres qui vont rester en France. En termes de transmission, je vais me poser également la question du coût de la transmission. Parce que l'exonération des œuvres d'art vaut en matière d'impôt sur la fortune, valait en matière d'impôt sur la fortune, ce qui pourrait ne plus être le cas, mais il n'y a aucune exonération spécifique des œuvres qui sont transmises en donation ou en succession. Donc, c'est là où je peux avoir à faire face à un coût important. Et la question, comment financer ce coût, avec notamment la possibilité de procéder à une dation en paiement de l'œuvre. La dation en paiement consiste à aller voir l'administration fiscale en lui disant, par exemple, je dois à l'administration une centaine de millions d'euros de droits de succession. J'ai une œuvre que je vais anticiper comme valant
à peu près une quarantaine de millions d'euros et une autre qui peut valoir une cinquantaine de millions d'euros. Je vais aller voir l'administration en disant « Je vous offre ces 2 œuvres en paiement de mes droits ». Ce n'est pas automatique, c'est possible, mais ce n'est pas automatique. Parce que l'administration fiscale est libre d'accepter ou pas. Et après, j'ai tout un processus où il faut se mettre d'accord sur la valorisation. Et là, vous pouvez compter sur l'administration fiscale pour vous dire que votre œuvre ne vaut pas grand-chose, alors qu'elle vient de vous dire qu'elle valent 50 millions pour asseoir les droits de succession. Donc, vous pouvez avoir un cheminement long. Il faut être accompagné, bien entendu, par nous, CMS, aucune autre firme, puis des experts du monde de l'art pour pouvoir procéder aux valorisations et permettre de conclure ce deal avec l'administration. Quand on disait tout à l'heure que l'art n'est pas un investissement comme les autres, les exemples que tu prends, l'interdiction d'exporter, l'acceptation ou pas d'une dation, le droit de préemption, ce sont des notions très régaliennes qui ne se trouvent pas pour des actions ou pour des lignes de crédit particulières. L'art n'est pas un investissement comme les autres. Est-ce que la numérisation a conduit à porter un regard différent sur ça distend un peu le lien entre l'investisseur et l'œuvre d'art? Est-ce que, de ton point de vue, Frédéric, ça traduit une anonymisation de l'investissement et une forme de banalisation de l'investissement dans l'art? Je dirais dans une grande partie, oui, mais il faut toujours faire attention comment sont structurés les tokens, parce qu'un mot token, c'est presque un mot générique. Il faut quand même voir quelle est la réalité juridique derrière. On voit des structures où on parle de tokens, mais in fine, les tokens représentent des actions d'une société qui détient les actifs. Donc à ce moment-là, on a plutôt un investissement dans des actions, et je pourrais m'imaginer que l'interdiction d'exporter, ça va plutôt se poser sur la société en question, dans mon exemple. Donc tout dépend comment c'est structuré d'un point de vue juridique. Il y a des situations où les tokens vont représenter les choses agentes presque directement, et il y a des situations où c'est très très éloigné. La tokenisation dans l'œuvre d'art, ça veut dire la création de passeports numériques avec l'insertion de pastilles extrêmement discrètes dans l'art, dans l'objet d'art, ou de codes qui sont scellés dans l'œuvre d'art elle-même, de manière qu'il y ait une référence numérique dans des registres et que le token est en réalité une part de propriété de l'œuvre ainsi numérisée. C'est des choses qui, là encore, ont été permises par la blockchain et par la sécurisation des transactions. Et d'un point de vue fiscal maintenant, les tokenisations, la revente de tokens, est-ce qu'il y a des particularités par rapport à une œuvre d'art bien concrète, Frédéric ? Parlant de la fiscalité luxembourgeoise, je peux déjà commencer à dire qu'on n'a pas un traitement spécifique ou unique pour les tokens. Donc là aussi, on suit les principes généraux, ce qui veut dire qu'il faut faire cette analyse juridique économique que je viens d'évoquer. Donc ce qui veut dire aussi qu'on fait typiquement une distinction entre un investisseur professionnel ou société et un investisseur personne privée. Pour une personne privée qui agit dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, à Luxembourg, la législation est assez favorable. Si on détient une œuvre directement, on ne détient pendant au moins 6 mois, les plus-values sont exonérées. Si on fait la même chose avec un token, ça devrait être effectivement le même traitement, sauf le cas où on devrait constater que juridiquement, c'est structuré tel que vous détenez en effet des fractions dans des œuvres et que ces œuvres-là seraient vendues dans les 6 mois. Là, vous pouvez vous retrouver dans une situation ou même si vous continuez à garder le token, vous serez quand même imposé, en tout cas en théorie. Pour des investisseurs sociétés, en principe, tous les revenus sont des revenus commerciaux, donc pleinement imposables. Les investissements sont soumis à l'IF, sauf évidemment si on utilise un véhicule d'investissement, comme évoqué par Alejandro, de type fonds d'investissement exonéré. Évidemment, là, on obtient une efficacité fiscale optimum. Tu veux réagir là-dessus, Dimitar, par rapport à la France ? Oui, je dirais que la France est peut-être moins friendly en termes d'imposition des flux, des plus-values, car y inclus sur des actifs numériques, aujourd'hui, la France impose des plus-values. Bien entendu, je ne parle pas de conversion d'une monnaie numérique
faisant une autre. Mais lorsque je sors de mon actif en encaissant un prix, je suis imposé. Donc, il y a encore certaines personnes qui se disent, dès lors que je cède un actif numérique, je ne suis dans aucune case d'imposition. C'est faux. La case existe et l'administration l'a créée. Alors si on s'intéresse à la frontière entre Luxembourg et la France, mais ça marche aussi avec d'autres pays européens, et qu'une famille a un projet de déménager dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Là aussi, quelles sont les étapes du raisonnement lorsqu'on détient une collection et que on envisage de la transporter avec la famille d'un pays à un autre? Est-ce qu'il y a quelques réflexes à adopter? Je pense que vous êtes beaucoup plus amicaux avec les gens qui viennent et qui partent. Donc, parlons de là où ça fâche d'office. Côté français, je dirais, la famille est libre de partir, les œuvres d'art moins, justement, à cause de la protection du patrimoine national. Et donc, toute œuvre qui pourrait être qualifiée comme un bien culturel sensible pourrait se retrouver bloquée en France. Donc, il faut intégrer ce point de réflexion avec la famille. Est-ce qu'on est libre de prendre les œuvres avec nous ou pas? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les obligations de déclaration? Quelles sont les obligations fiscales qui vont demeurer en France? Et si je suis libre d'exporter mes œuvres, ne pas oublier de passer par la case imposition, parce qu'une exportation hors Union européenne va enclencher une taxation. Sans compter l'aspect très personnel des personnes qui pourront avoir mis en place des sociétés avec des participations, donc de l'exit tax, et diverses réjouissances de cet ordre. Oui, c'est important aussi de garantir une continuité dans les assurances, par exemple, avoir à jour l'évaluation, justement parce que ça va permettre d'avoir un échange plus fluide avec l'administration fiscale en France et à Luxembourg. Et on connaît très bien les sujets, c'est très d'actualité avec la possible adoption de régime taxe pour les holdings financières à l'heure actuelle. Et donc c'est important d'avoir tous ces éléments très clairs au moment où on décide de bouger. À Luxembourg, il y a aussi un dépôt spécial qui permet un régime spécial en matière TVA qui ne déclenche pas une obligation de TVA. Ce n'est pas une importation, une acquisition intracommunautaire. Et c'est très, très, très bien utilisé pour ce type d'opération. Frédéric, il pourrait nous parler un peu de ce sujet parce qu'à l'heure actuelle, on traite... Oui, on est en train de revoir l'importation potentielle d'une collection d'œuvres d'art de la Suisse vers le Luxembourg, donc dans le Freeport, avec la possibilité de faire sans TVA, sans droit d'importation, pour autant que les biens restent dans ce Freeport. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être prêtés au musée ou temporairement quitter le Freeport, ce sont des possibilités. Mais dès qu'il est importé, entre guillemets, définitivement à Luxembourg, évidemment, là, il y aurait éventuellement la TVA et les import duties à payer. Il y a une problématique qu'on va simplement évoquer en passant, qui est tout de même que le moment de contact avec l'administration de la culture est aussi un moment où la question de l'origine, voire de la restitution dans certains cas extrêmes, peut aussi se poser. Ce n'est pas une dimension fiscale, c'est une dimension de droit de propriété et de restitution très, très sensible aujourd'hui. Tout à fait. Et en fonction des pays et des bureaux de notre réseau, nous avons eu à traiter de dossiers relativement importants, justement, qui impliquaient la restitution d'œuvres spoliées de la dernière guerre mondiale. Donc, un gros sujet de traçabilité de l'œuvre, de démonstration de toute la chaîne de propriété, de la conséquence pour la famille détentrice des œuvres. Donc, autant de sujets qui vont se poser et qui sont plutôt de nature juridique, justement. Mais en cas de doute sur l'origine, effectivement, il faut travailler main dans la main avec un juriste et avec un expert de l'art pour pouvoir donner des réponses. Ça peut concerner des instruments de musique, on l'a vu aussi à plusieurs reprises dans les années passées. On a 20 minutes d'échange avec vous. Si vous avez des questions, je crois qu'il y a un micro qui va circuler, ce qui est important pour les enregistrements. Vous avez 3 spécialistes de fiscalité à votre disposition, mesdames et messieurs. Bonjour, merci. J'ai une question. Vous avez mentionné la possibilité du trust, mais c'est un
vous considérez un trust sous quelle législation luxembourgeois, Jersey, je ne sais pas. Merci. Donc, comme on a indiqué, la figure du trust, elle n'existe pas à Luxembourg, mais le Luxembourg a ratifié la Convention de la Haye, ce qui permet la reconnaissance légale de cette figure à Luxembourg, donc comme sujet juridique, qui peut obtenir des droits sur une œuvre et faire l'objet d'une transmission à cette œuvre en toute neutralité fiscale, parce qu'il y a un régime spécial qui permet de transférer sans déclencher des droits d'enregistrement, qui est très intéressant. Par opposition à la fondation, qui n'existe pas reconnue à Luxembourg, la fondation mais qui cherche un but non lucratif, mais pas comme des autres juridictions, par exemple, comme dans les Émirats, dont il y a une fondation patrimoniale. Ça n'existe pas à Luxembourg et ça ne peut pas être reconnu. Mais un trust, vous pouvez parfaitement l'utiliser à Luxembourg, même si c'est étranger. Donc, dans le passé, on a utilisé des trusts qui ont été constitués au Liechtenstein, au Panama. C'est possible de le reconnaître comme à Luxembourg. Ça dépend du trust law. Il y a des trust laws qui est plus fort que d'autres. Et le trust law de Nouvelle-Zélande, par exemple, est très connu aussi. Donc, ça peut être Channel Islands, des trusts anglo-saxons. Donc, ça dépend un tout petit peu des enjeux, où est établie la famille et d'autres éléments. Mais en principe, comme dit Alejandro, on a le choix parce qu'à Luxembourg, on respecte les trusts qui peuvent agir donc parfaitement en tant que, je dis, personne morale, mais personne juridique, même si nous, on ne connaît pas le trust. Bonjour, vous avez beaucoup parlé de la tokenisation. Alejandro a aussi évoqué les véhicules d'investissement type RAIF. Il y a beaucoup de propositions de produits actuellement qui sont effectivement structurés sous forme de RAIF et de SCSP à Luxembourg. Vous parliez effectivement de la problématique de la fiscalité pour les tokens, donc pour les jetons, mais pour tout ce qui est véhicules d'investissement, donc type SCSP, il est notamment possible de pallier à ce point pour un résident fiscal français en mettant ce type de produit. Donc généralement, ce sont des obligations convertibles en actions dans des contrats d'assurance vie. Et là, en l'occurrence, la capitalisation fait qu'on n'a plus de problématique de fiscalité. Et donc, c'est un vrai avantage pour pallier à ce point. Merci, c'est un bon point. On n'a pas évoqué l'assurance vie, mais évidemment, c'est un outil très utile, notamment avec les investisseurs français, qui donne toute une garantie de neutralité de deux côtés, luxembourgeoise, et aussi très, très, très favorable en matière de succession. Voilà, les compagnies d'assurance ont un peu du mal à certains moments à accepter ce type d'investissement, puisque assez risqué, alternatif, et donc souvent réservé à des types C et D. Mais sachez qu'il y a plusieurs solutions pour accepter ce type d'actifs. Donc, les personnes qui souhaitent investir dans ce type d'obligations convertibles en actions, sachez qu'il y a certaines compagnies d'assurance qui peuvent accepter ce type de produits pour les investisseurs. C'est bon à savoir. Merci. Madame, Oui, donc on accompagne souvent nos clients internationaux dans la transmission de patrimoine et comme les œuvres d'art en font partie, vous avez beaucoup parlé donc de la France et quels sont les points d'attention pour d'autres résidences, bon, déjà Luxembourg parce que nous sommes à Luxembourg, mais peut-être d'autres pays limitrophes, voilà. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cela? Je pense que pour le Luxembourg, on a déjà évoqué comme principe, donc les plus-values sont imposables que dans des circonstances très très limitées. Vous savez sans doute aussi qu'au niveau des droits de succession, il n'y a pas de droit de succession en ligne directe, donc ce qui facilite quand même pas mal les choses à Luxembourg. Après, bon, tout dépend comment les biens sont détenus. S'ils sont dans des sociétés, la fiscalité est différente parce que là, on parle de transmission d'actions. Mais l'avantage de CMS, c'est qu'on bénéficie d'un network qui a présence dans toutes les juridictions en Europe. Donc, si vous avez une question précise en Belgique, en Espagne, en Portugal, on a l'équipe pour vous soutenir aussi. Donc, je serai ravi de vous mettre en contact avec nos collègues. ce qu'on peut affirmer avec une grande autorité, c'est que le bazar politique français et l'imagination fiscale est assez française comme particularité. Je ne suis pas sûr que les voisins allemands, belges, italiens, espagnols, en ce moment, connaissent les mêmes difficultés que la France, qui cherche tout de même à ramener des dizaines de milliards pour faire face aux enjeux de la dette. Donc ça, c'est une particularité assez française aujourd'hui. On se fait battre à plate couture par un pays, le Royaume-Uni,
qui a déjà réussi à chasser un bon demi-million de personnes avec ses dernières réformes fiscales. Mais pour les autres pays, la transmission est beaucoup plus simple parce que, hormis effectivement la France, l'Allemagne qui ont des taux de droits de succession relativement élevés, vous allez vous retrouver avec des pays soit sans droit de succession, soit avec des droits faibles. Parce que par exemple, la Suisse ne connaît pas de droit de succession avec une votation potentielle à venir. L'Italie, ça se situe entre 0 et 4% en ligne directe. Le Portugal n'a pas de droit de succession. L'Espagne, ça dépend des régions. Donc, on va dire que les pays qui sont difficiles à traiter en matière de succession, ça va être essentiellement la France, l'Allemagne, et peut-être maintenant le Royaume-Uni à cause de la réforme qui d'ailleurs a poussé un certain nombre d'Anglais à partir. Et une curiosité de ma part, le paiement en dation, et c'est une particularité française liée à la loi Malraux, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a d'autres pays européens, à votre connaissance, qui acceptent le paiement de droits ou d'impôts en nature, en quelque sorte, avec des œuvres d'art, ou c'est très français comme mécanisme? Alors, en tant que mécanisme, sauf erreur de ma part, c'est très français. Mais est-ce que dans un autre pays, vous ne pourrez pas aboutir au même résultat en le qualifiant d'une vente avec encaissement, mais le cas échéant avec une fiscalité à définir? Ça, je pense que c'est également possible. On a encore 10 petites minutes. Et vous avez dit que dans la succession, on peut négocier avec l'État français notamment, mais aussi en Italie, je sais, et la valeur de bien pour trouver un accord. Mais si on ne veut pas céder l'œuvre d'art, si on a une collection de familles très anciennes, comme c'est normal en Italie, personne n'a jamais valorisé cette collection. Comment on peut la valoriser dans la succession? C'est qui donne les valeurs? Il y a des experts qui cherchent des comparables. Parfois, c'est très difficile parce que c'est des œuvres qui sont uniques dans le marché. Et donc, il n'y a pas vraiment de comparables, mais il y a quand même des benchmarks qui sont établis. Et donc, vous rentrez dans une discussion avec l'administration qui est très similaire à ce qui se passe dans un contexte prix et transfert pour essayer d'établir une valeur qui convient aux deux parties. En France, il y a une commission spécialisée du ministère de la Culture qui examine la valeur des biens, qui va la contester à la baisse alors que le contribuable aura apporté des expertises nombreuses et variées. À la fin, comme Dimitar l'a dit, l'administration n'est jamais obligée d'accepter la dation. Ça variera selon l'œuvre et selon la valeur. Et le tout peut finir devant le juge administratif. Alors, le juge administratif ne fixera pas le prix lui-même, parce qu'il est complètement incompétent. Il sanctionnera une erreur manifeste d'appréciation. C'est-à-dire que si l'administration propose une valeur manifestement déconnectée de la réalité, le juge pourra annuler et il renverra l'affaire devant l'administration. Et donc, c'est cette commission à mission fiscale et d'évaluation artistique, en réalité, qui aura le mot de l'affaire pour le ministère de la Culture. Sachant que, côté français, vous avez l'enjeu des droits de succession, vous avez la possibilité de la dation, mais en fonction des collections. Lorsque ces collections présentent un intérêt tout particulier, on peut songer à une approche qui est radicalement différente, qui est celle de constituer cette fois-ci une fondation de droit français destinée à gérer cette collection avec un accès du public pour pouvoir aller rechercher cette fois-ci la qualification d'association ou fondation reconnue d'utilité publique, parce que cette fois-ci, toutes les transmissions faites au bénéfice de fondations reconnues d'utilité publique sont exonérées de droits de mutation. C'est très particulier, ça suppose une analyse très fine de la collection, des discussions avec l'administration, mais souvent on parle de collections qui ont des valeurs importantes, donc un enjeu fiscal important, et l'effet qui est de passer en gros de 45% de droits à 0
vaut la peine d'être examiné. Donc même en France, on peut aboutir à des solutions de transmission en neutralité fiscale. Et ça soulèvera d'autres questions du type quel lieu trouver, quelles discussions avec les collectivités territoriales, quelles aides éventuellement on va pouvoir mobiliser, la législation sur les établissements recevant du public, en fait, plein d'autres questions qui dépassent de loin la simple question de la transmission patrimoniale, évidemment. Je peux poser une petite question. Est-ce que ça veut dire que la famille peut quand même garder la propriété des biens en question ou est-ce que ça implique une transmission définitive? C'est effectivement l'une des questions, c'est que normalement, j'ai une transmission au bénéfice de la fondation. Et j'ai un autre critère, c'est l'accès au public. Donc, si je veux garder la fondation pour les yeux de la famille, je serai beaucoup plus limité dans mon champ d'action pour obtenir un dégrèvement, une réduction. Est-ce que vous déduisez de tout ça que, compte tenu des effets générationnels, de l'évolution du marché de l'art, de l'évolution de la fiscalité, on pourrait assister dans les décennies qui viennent à une multiplication de fondations de ce type ouvertes au public avec un accès aux œuvres d'art beaucoup plus large? C'est une question complètement ouverte, je ne connais pas la réponse. Ça se pourrait, parce que beaucoup de choses sont faites côté fiscalité française pour encourager l'ouverture au public. Donc vous avez des facilités, des exonérations, des réductions d'impôts. Donc oui, il y a cet enjeu-là. Maintenant, cet enjeu peut se combiner ou pas avec des priorités purement familiales. Parce que ouvrir sa collection au public, ça implique donc de partager, potentiellement d'encourir un certain risque que des gens venant avec un chariot élévateur et une scie circulaire se servent facilement. Mais aussi des enjeux d'attractivité pour les territoires très intéressants pour le rayonnement culturel du pays, bien sûr. Messieurs, le mot de la fin? Merci. Et puis ACMS Luxembourg, ACMS Francis Lefebvre à Paris ou dans 47 pays du monde, le réseau CMS est là pour traiter de ces questions qui sont absolument passionnantes, bien au-delà de la fiscalité, mais avec la fiscalité. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe pour l'organisation aussi. Luxembourg Art Week remercie chaleureusement les intervenants et ses partenaires pour leur engagement dans le cadre du programme Art Talk 2025. La prochaine édition se tiendra du 20 au 22 novembre 2026. Retrouvez-nous pour une nouvelle série de conférences et de conversations captivantes autour de l'art, en direct depuis la foire et disponible en réécoute.